Je suis très content d'être là. C'est la première fois que je fais une conférence pareille en France. Et je vais en effet parler de l'art le plus ancien connu dans chaque partie du monde. Surtout l'art rupestre, mais en même temps je vais parler un peu de l'art mobilier, parce que dans certaines parties du monde, on n'a que de l'art mobilier daté de cette époque pour le moment. Deux petites remarques en préambule. D'abord, il faut se méfier des datations absolues, toujours. Surtout les datations absolues au-dessus de 30 000 ans. Mais il faut travailler avec ce qu'on a, et de temps en temps, dans certaines parties du monde, on n'a que des datations absolues de ce genre. Il faut les accepter provisoirement, mais il faut toujours se méfier de ces datations. Et en même temps, quand on parle des origines de l'art, c'est une question très très difficile à aborder. D'abord parce que l'art, c'est un concept qui n'a vraiment pas de sens dans beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de cultures, même aujourd'hui, les aborigènes en Australie, par exemple, où ils ne comprennent pas le concept de l'art. L'art est tellement lié à toutes les parties de leur vie, la vie de tous les jours, la religion et tout ça, on ne peut pas séparer un concept artistique. Donc, il y a déjà ça. Et en plus, évidemment, on doit travailler avec ce qui reste. Et ce qui reste, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, tout ce qu'il y a comme danse, poésie, chant, tout ça a disparu complètement. On ne saura jamais quand ça a commencé. Beaucoup de formes d'art n'ont pas survécu non plus, par exemple la peinture du corps, les chevelures, les tatouages, scarification, tout ça disparu. Et en plus, il faut croire, je crois, que la plupart des produits artistiques pendant pratiquement toute la préhistoire ont été faits sur des matières organiques qui n'ont pas survécu non plus, sur le bois, des plumes, Dieu sait quoi. Donc, il faut qu'on travaille avec ce qui reste. Et ce qui reste, c'est surtout la pierre, évidemment, et puis plus tard, l'os, le bois de renne, etc., etc. Donc, avec ces remarques de caution, on peut commencer déjà. Et j'ai dit, on ne peut pas vraiment chercher une origine de l'art, ça n'existe pas. Mais on peut déjà voir, disons, un sens esthétique qui remonte très très loin dans l'histoire de l'humanité. Et le premier indice que je connais, c'est ce caillou. Est-ce qu'on peut l'éclairer un peu? C'est un caillou qui a été trouvé dans la grotte de Makapansgat, en Afrique du Sud. Ça date d'à peu près 3 millions d'années, et ça a été rapporté dans le gisement par un australopithèque à l'époque. Et ce n'est pas du tout un objet artistique, ça n'a pas été façonné, ça n'a pas été modifié du tout par l'hominidé. Mais cet hominidé a reconnu quelque chose dans ce caillou, l'a rapporté des kilomètres et des kilomètres dans le gisement. Ça a dû représenter quelque chose pour cet hominidé. Et ça semble représenter un visage humain. On voit les yeux, on voit la bouche, on voit peut-être une chevelure. Donc ce n'est pas un objet, c'est pas un objet d'art, mais c'est déjà un indice qu'il y a peut-être un sens esthétique qui remonte très très loin dans l'histoire de l'humanité. Puis, quand on arrive à l'Homo erectus, disons 200-300 000 ans avant notre ère, là, on commence à voir beaucoup plus de sens esthétique, et c'est surtout dans la façon dont ils ont fait leurs outils, les fameuses bifaces. Et beaucoup de ces bifaces sont très symétriques. Beaucoup trop symétriques pour leur utilisation. C'est quand même des cailloux faits pour casser, pour couper. Ils n'avaient pas besoin de faire des objets vraiment beaux, mais quand même, ils ont façonné des bifaces extraordinaires de temps en temps. Et on a quelques exemples, comme celui-ci de l'Angleterre, où ils ont pris un morceau de silex où il y a un fossile, un coquillage fossile, et ils ont façonné le biface très soigneusement autour du fossile pour le garder en plein milieu du biface. Et on a plusieurs exemples de cela. Voilà celui que vous venez de voir. Là aussi, il y a un autre qui vient aussi de l'Angleterre. Et en France, on a la même chose. Là aussi, c'est un éclat, c'est pas une biface, mais là aussi, c'est un éclat où on a gardé quand même ce coquillage fossile. Donc, là encore, ce n'est pas des objets d'art, mais quand même, ça révèle un sens esthétique qui se développe et qui est déjà là chez l'Homo erectus. Et encore plus chez en
en Israël. Dans les années 80, on a trouvé cette petite pierre. C'est une pierre volcanique, c'est dans un gisement qui s'appelle Berekat Ram, qui date probablement d'à peu près 300 000 ans. Et là, on voyait bien que ça ressemblait un peu à une figure humaine, une figure de femme. Et beaucoup de spécialistes ont dit oui, mais c'est tellement petit, c'est minuscule comme ça, c'est très fruste. C'est pas du tout un objet d'art. Mais le spécialiste américain Marshak a étudié ce morceau avec son microscope. Et lui, il a trouvé que cet objet a été indubitablement façonné par l'homme, parce que le cou, ce qu'on croit être le cou, il y a un sillon tout autour du cou, et quand on regarde avec le microscope, le sillon commence là, ils ont contourné le cou, et en arrivant de l'autre côté, ils n'ont pas réussi à connecter avec le début, ce qui est très humain quand même. Donc c'est certainement une pierre qui a été modifiée par l'homme. Et le chercheur italien Francesco De Rico n'a pas vraiment cru aux conclusions de Marshak. Lui aussi est allé étudier cet objet avec son microscope à balayage, et quand même il est arrivé à la même conclusion, pardon, la même conclusion que Marshak, que cette petite pierre a vraiment été modifiée et façonnée par l'homme. On ne sait pas si toute la pierre a été modifiée par l'homme, on ne le saura jamais probablement, mais les sillons qu'il y a, qui semblent former les bras et le cou, ont certainement été faits par l'homme. Donc c'est un objet d'art, c'est peut-être une figurine, on l'appelait une proto-figurine, et ça date donc de à peu près 300 000 ans. Les Néandertaliens aussi, pendant très longtemps, on a dit que les Néandertaliens n'avaient pas du tout d'art, et il y a des spécialistes qui continuent à dire ça, mais c'est pas du tout vrai. On a de plus en plus d'art néandertalien, parfois assez complexe. Ça, c'est un cortex de silex trouvé encore une fois en Israël, à Quneitra. Et là, il y a toute une série de demi-cercles qui ont été gravés très soigneusement par des Néandertaliens pour former, on ne sait pas quoi. Marshak a dit que c'est un arc-en-ciel, mais on ne peut pas vraiment dire si ça représente quelque chose ou non, mais c'est vraiment, disons, une gravure artistique. Et encore plus extraordinaire, c'est cet objet qui a été publié en France il y a 2 ans seulement, bien que ça a été fouillé il y a 25 ans. Ça vient d'un gisement français qui s'appelle la Roche-Cotard. Et c'est un morceau de silex, à peu près de la taille de ma main, qui a été façonné, et ça forme un genre de visage naturel. Il y a un nez naturel en pierre, et derrière il y a un genre de conduit naturel, et dans ce conduit ils ont fixé un bout d'os, et ce n'est pas du tout par hasard, parce que là on voit ce bout d'os là, et le prochain, et à gauche, on voit le bout d'os qui est bien fixé en place par de petits cailloux. Donc ça a été vraiment fait exprès, ça a été fait très soigneusement. C'est une composition assez complexe, moitié pierre, moitié os. Ça a été fait par les Néandertaliens, et on l'a appelé la masque de la Roche-Cotard. Évidemment, c'est pas un masque, c'est plutôt un visage. On ne sait pas si c'est un visage humain ou animal ou quelque chose de non humain. Mais enfin, c'est une œuvre d'art très complexe. Des Néandertaliens, probablement entre 50 et 70 000 ans. Suivant. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est faire un tour du monde. On va faire un voyage autour du monde pour vous montrer un peu ce qu'il y a comme indice dans chaque partie du monde. Donc, c'est un peu un catalogue miscellané. Mais enfin, vous verrez que, en fait, l'art paléolithique ou l'art de l'époque pléistocène ou l'art de l'époque glaciaire, ce qu'on veut l'appeler, n'est pas du tout limité à l'ère européen ou encore moins eurasiatique. À l'époque paléolithique ou vers la fin de l'époque pléistocène, il y a des indices artistiques dans chaque partie du monde occupée à cette époque-là. Donc, on va commencer par l'Amérique du Nord, les États-Unis. Ils ont quelques objets d'art mobilier. Celui-ci vient de Missouri. On croit que c'est peut-être une gravure animale, mais les conditions de découverte sont assez peu fiables. Donc on va passer
sur cela. On l'appelle le rhinocéros, mais moi je vois pas de rhinocéros là-dessus. On a un morceau d'ivoire dans la Floride où il y a vraiment une incision en zigzag très claire et ça date d'au moins 10 000 ans. Donc il y a quand même un peu d'art mobilier aux États-Unis de cette époque-là. En ce qui concerne l'art rupestre, c'est beaucoup plus difficile. Il y a énormément d'art rupestre aux États-Unis, c'est une des parties du monde le plus riche en art rupestre. Et la plupart du temps, c'est des pétroglyphes. Et les pétroglyphes, évidemment, c'est très très difficile à dater. Mais quand il y a des pétroglyphes dans le désert, en Australie comme aux États-Unis, on a cru dans les années 80-90 qu'on pouvait appliquer des méthodes assez simples pour dater des pétroglyphes ou au moins leur donner un âge minimum. C'est-à-dire que dans le désert, tous ces pétroglyphes sont couverts d'un vernis naturel, ce qu'on appelle le vernis du désert. Et ce vernis contient, la plupart du temps, des morceaux microscopiques de matière organique. Donc on croyait que si on pouvait extraire ces matières organiques, obtenir une datation radiocarbone, ça donnerait logiquement un âge minimum pour l'art qui est en dessous du vernis. Et donc on a commencé à appliquer ça en Australie, qu'on verra après, et aussi aux États-Unis, en Arizona, en Californie. Et tout de suite, on a commencé à obtenir des datations vraiment inattendues. Aux États-Unis, on a obtenu des datations de 14 000, 18 000, 16 000, 20 000 parfois. Et bien qu'il y a certaines pétroglyphes, par exemple celle-ci en Arizona, qui a l'air effectivement très très ancienne, qui sont très très patinées et qui pourraient dater de cette époque-là, quand même c'était surprenant et on n'était pas du tout sûr. Et en fait, c'est l'histoire de Foz-Coa au Portugal. Certains d'entre vous seront au courant de ce qui s'est passé à Foz-Coa au Portugal dans les années 90. C'est-à-dire, on a trouvé toute une série de pétroglyphes que l'on croit de l'époque paléolithique au Portugal. Et ces mêmes scientifiques américains et australiens sont venus pour essayer leur méthode de datation sur les pétroglyphes de Koa. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que ces méthodes ne sont pas fiables. Elles peuvent marcher de temps en temps, mais elles ne peuvent pas marcher aussi. Et le problème, c'est que c'est un système ouvert. C'est pas comme dans une grotte où vous entrez dans une grotte qui est un endroit fermé, vous prenez de la matière organique sur des pigments, parfois pris sous calcite, vous obtenez une datation de ces pigments, ça vous donne plus ou moins une datation fiable, parfois, pour l'art des cavernes. Par contre, en plein air, tous ces pétroglyphes, ces matières organiques qui arrivent par le vent ou qui sortent du rocher même, on ne sait pas du tout la relation de ces matières organiques avec l'art qu'il y a en dessous. Et c'est très très dangereux de croire qu'il suffit simplement de prendre un échantillon du vernis, de dater le vernis, et ça vous donne tout de suite un âge minimum pour l'art en dessous. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas tout le temps, et on ne sait pas quand ça marche et quand ça marche pas. J'ai un ami suisse qui possède un stèle de Carthage, un stèle funéraire de Carthage avec inscription. Donc on sait que ce stèle date d'il y a 2300 ans. Il a fait prendre un échantillon du vernis qui a formé sur l'inscription. Il a fait faire une datation radiocarbone des matières organiques dans ces vernis et le résultat était 22 000. Donc ça peut marcher, mais la plupart du temps, je crois que ça ne marche pas du tout et il faut vraiment se méfier de toutes ces datations. Donc, je vous dis, on a obtenu aux années 80-90 des datations très anciennes pour des pétroglyphes aux États-Unis, mais même les scientifiques qui ont obtenu ces datations, à cause du cas Foz-Coa, maintenant, ils doutent complètement de leurs propres résultats. Ils sont revenus au début de la méthode, il faut tout retravailler. Et donc, vraiment, il faut pas vraiment accepter toutes ces datations pour les pétroglyphes aux États-Unis. Là aussi, c'est en Californie, le Coso Range, ce qu'on appelle plein de pétroglyphes. Et là, il y a plein de pétroglyphes de moutons, le mouton sauvage de cette région-là. Là aussi, ils ont obtenu des datations de 16 000, 20 000. Il faut se méfier, vraiment, il faut se méfier. Par contre, on a une datation que l'on croit fiable, c'est dans le Wyoming,
là aussi c'est en plein air, mais c'est des pétroglyphes d'une autre forme. C'est un cervidé, voilà les bois de ce cervidé. Et on peut le régler un peu, ça? Non. Voilà, le corps est là, voilà la poitrine, les pattes. C'est assez fruste, assez archaïque. Et là, on a appliqué plusieurs méthodes et on est assez sûr que ça date de à peu près 11 000 ans. Donc on commence à avoir quand même des résultats un peu plus fiables pour certaines pétroglyphes aux États-Unis, et ce qui montre quand même qu'il y avait de l'art dans cette région à l'époque. Puis au Mexique, il y a cet objet assez bizarre. Ça a été trouvé en 1870 déjà, mais malheureusement ça avait été mal publié à l'époque, et puis ça a disparu entre 1895 et 1956. Mais c'est l'os, c'est le sacrum d'un camélidé, et vous voyez que ça a été taillé, et il y a même des narines qui ont été percées dans le nez là. Et donc on croit que c'est peut-être une représentation de porc ou quelque chose comme ça, mais vu les conditions de découverte, on croit que ça vient d'une couche du Pléistocène et que c'est au moins 11 ou 12 000 ans. S'il vous plaît. Même objet. C'est assez extraordinaire, c'est assez marrant, très bien fait, avec les yeux dans ces trous naturels. S'il vous plaît. Mais c'est dans l'Amérique du Sud qu'on a vraiment de très très bons indices d'activité artistique à la fin de l'époque glaciaire. D'abord dans le nord-ouest de l'Argentine, c'est le grand gisement ici de Inca Cueva. C'est un abri sous roche dans le grès, Inca Cueva 4. Et dans cet abri sous roche, il y a plein de peintures sur la paroi. S'il vous plaît. Et ces peintures sont géométriques et ont été peintes en rouge sur une couche de gypse. On a fabriqué ce gypse, on a couvert la paroi de l'abri avec ce gypse et on a fait ces peintures sur le gypse. Or, ce gypse, la plupart du gypse est tombé et est donc stratifié dans les couches d'occupation de cet abri. Et on a bien vérifié, on a analysé même le gypse, les peintures sur le gypse, c'est rigoureusement identique à ce qui reste sur la paroi. Et on a trouvé plusieurs morceaux de ce gypse décoré, donc dans une couche d'occupation datée de 10 620 ans. Donc ça veut dire que cet art date de probablement beaucoup plus que ça, et certainement plus que 10 000 ans. Donc il y a certainement un art pléistocène dans le nord-ouest de l'Argentine, s'il vous plaît. La même chose, voilà la couche de gypse, et là encore, les peintures géométriques. Évidemment, c'est pas Lascaux, mais toutes les parties du monde ne font pas la même chose. Hein. C'était peut-être aussi complexe que Lascaux pour eux. Ça peut-être avait une signification incroyablement complexe, mais on ne le saura jamais. S'il vous plaît. Puis, encore en Argentine, mais en Patagonie, cette fois dans le sud, il y a plusieurs gisements. Il y a les abris sous roche de Los Toldos, où il y a énormément d'empreintes de mains négatives peintes. Et là encore, il y a des morceaux tombés qui ont été stratifiés dans les couches d'occupation. Et là encore, on a trouvé des fragments peints dans une couche qui date d'à peu près 11 000 ans. Et encore plus significatif, dans un autre gisement que vous voyez ici, El Saibo, C-E-I-B-O, El Saibo, ils ont fouillé les sédiments, et quand les sédiments sont partis, on a exposé la paroi de l'époque, et sur la paroi, il subsiste encore des peintures de guanaco, le camélidé sauvage de cette région. Et vu l'âge des sédiments qui couvraient ces peintures doivent dater d'au moins 11 000 ans. Il n'y a pas de doute du tout. Donc là encore, il y avait des abris sous roche décorés dans le sud de l'Argentine, s'il vous plaît. Puis au Brésil, on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et d'abord, c'est Anna Roosevelt, chercheuse américaine, qui a beaucoup travaillé dans la région de l'Amazonie. Et ici, dans la Caverna da Pedra Pintada, à Monte Alegre,
Elle a trouvé énormément de peintures sur les parois des abris sous roche. Et là encore, elle a fait analyser les pigments qu'il y a sur les parois et elle les a comparés à des bouts de pigments, des gouttes de pigments qui sont tombées et qui sont maintenant stratifiées dans les couches d'occupation. Et là encore, elle a trouvé rigoureusement le même pigment, les mêmes choses, dans une couche datée de à peu près 11 000 à 10 000 ans. Donc ça veut dire encore une fois qu'il y a des peintures dans ces abris sous roche qui datent d'au moins de cette époque-là, s'il vous plaît. Mais le plus grand travail a été fait dans la région du Piauí, dans la partie aride du Brésil, par la française Niette Guidon. Et elle a des centaines d'abris décorés avec des peintures. Et la plus célèbre ici, c'est Pedra Furada. Et à Pedra Furada, dans les fouilles immenses qui ont été faites par Niette Guidon et plus tard par Fabio Parenti, on a trouvé énormément d'indices d'un art de l'époque glaciaire, s'il vous plaît. Par exemple, ce sont des abris de grès, donc il y a des morceaux de grès qui tombent tout le temps et qui sont tombés pendant des millénaires et qui deviennent donc stratifiés dans les couches d'occupation. Et voilà un fragment peint. On peut l'éclairer un peu, s'il vous plaît. Et sur ce fragment peint, il y a un bonhomme peint en rouge. Voilà la tête, il y a les bras levés et le corps. Voilà. Là, on le voit beaucoup mieux. Et ce fragment-là a été trouvé dans une couche qui est datée entre 10 000 et 12 000 ans. Elle a trouvé aussi un fragment analogue avec deux traits parallèles en rouge qui sont probablement les pattes d'un animal ou des jambes humaines. Et ça vient d'une couche datée d'à peu près 17 000 ans. Et une de ses étudiantes, une étudiante brésilienne, Menezes Lage, a fait son doctorat, sa thèse de doctorat sur les pigments trouvés dans les couches de Pedra Furada. Et elle a prouvé par analyse que les morceaux de pigments trouvés même dans les couches de 30 000 ans sont artificiels, ne sont pas du tout naturels et ont été modifiés par l'homme. Et donc, ça suggère qu'à Pedra Furada, il y avait des activités artistiques au moins il y a 30 000 ans. Et certainement, comme vous voyez, on a des figures indubitablement peintes à peu près 12 000 ans minimum, s'il vous plaît. Puis dans un autre abri sous roche de la même région qui s'appelle Perna, que vous voyez là, ils ont fouillé les sédiments d'occupation et comme à El Saibo en Patagonie, en enlevant ces sédiments, ils ont exposé l'ancienne paroi de l'abri sous roche et c'est tellement aride dans cette région que les peintures qui se trouvaient sur cette paroi ont survécu. Donc on enlève les sédiments et on révèle les peintures qui sont là. Il y a plein de petits bonhommes très dynamiques qui font des choses différentes, s'il vous plaît. Là aussi, même chose, il y a plein de peintures de petits bonhommes, même style que le petit bonhomme sur le fragment de Pedra Furada. Et à Perna, les datations qu'on a, il y a un bout de charbon qui était encore attaché à cette paroi, qui a fourni une date de presque 10 000 ans, et du charbon dans la couche juste en dessous de ces peintures a donné 10 500 ans. Donc, il ne faut pas imaginer que les artistes étaient allongés sur le sol en train de peindre au niveau de leur nez. Donc je crois que ça montre clairement que ces peintures doivent dater d'au moins, disons, 11 000 ans, 12 000 ans, comme le fragment peint de Pedra Furada. Donc vraiment, au Brésil et en Argentine, on a des indices, pour moi, très clairs, qui avaient pas mal d'activités artistiques à cette époque-là, s'il vous plaît. Passons en Afrique maintenant. L'Afrique, là encore, très compliqué, très difficile à juger. Tout l'art du Sahara, évidemment, il y a des milliers de gisements, il y a des millions de motifs au Sahara, mais on n'a pas encore de preuves sûres que ces motifs datent du Pléistocène. Il y a des chercheurs qui croient ferme que l'art rupestre du Sahara remonte au moins à la fin du Pléistocène, et ils ont probablement raison, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuves certaines, et il y a aussi des spécialistes qui contestent vigoureusement ces idées. Donc je ne peux pas trancher.
je n'ai pas de preuves, mais pour moi, il est quand même assez probable qu'un jour, on aura la preuve que certains motifs, certaines parties de l'art rupestre du Sahara remontent à la fin du Pléistocène, parce qu'on a quand même un art mobilier de cette époque-là. En Algérie, on a le site de Afalou Bou-Rumel, qui a fourni des figurines en terre cuite qui sont datées, très bien datées, à plus de 13 000 ans. Donc il y avait évidemment des artistes dans l'Afrique du Nord à l'époque. Je crois qu'ils ont dû faire de l'art rupestre aussi, mais on attend les preuves, s'il vous plaît. Vers le sud, dans le Zimbabwe est très très riche en art rupestre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuve que l'art rupestre là remonte au Pléistocène, mais on a quand même quelques indices. Par exemple, dans un gisement, la grotte de Nswatugi, on a trouvé ce qu'on croit être une palette de peinture dans une couche qui date à plus de 40 000 ans. Et dans d'autres grottes, d'autres abris sous roche plutôt, au Zimbabwe, on a encore une fois des fragments de pierres peintes stratifiés dans des couches entre 13 000 et 35 000 ans. On ne sait pas à quoi ça appartient, mais enfin, on a l'impression qu'il y avait quand même un art rupestre dans cette région à cette époque-là, s'il vous plaît. En art mobilier, on est mieux fixé, comme d'habitude. Et vous êtes au courant certainement qu'il y a quelques années, dans la grotte de Blombos, sur la côte sud de l'Afrique du Sud, ce monsieur, Christopher Henshelwood, a trouvé des morceaux d'ocre gravés, étudiés par Francesco D'Errico et publiés assez récemment, et qui datent d'au moins 70 000 ans, s'il vous plaît. Voilà un des morceaux décorés, c'est vraiment une décoration de ce morceau d'ocre, et le fait que c'est l'ocre qui est décoré montre quand même qu'ils utilisaient l'ocre pour des fins artistiques probablement, et donc ça remonte non seulement dans l'Afrique du Sud, mais dans d'autres parties de l'Afrique à plus de 70 000 ans, peut-être à 100 000 ans. Les gens de cette époque-là faisaient des choses artistiques, s'il vous plaît. Mais le cas le plus célèbre de l'Afrique méridionale, c'est dans la Namibie, c'est la grotte Apollo 11, appelée Apollo 11 parce que ça a été fouillé par l'Allemand Wendt juste au moment où Apollo 11 atterrit sur la Lune. Et dans des couches bien stratifiées, bien datées de la grotte Apollo 11, il a trouvé plusieurs plaquettes peintes avec des animaux, voilà un zèbre, et un autre animal très difficile à identifier, mais ces plaquettes décorées étaient associées avec des bouts de charbon qui ont fourni des datations de au moins 19 000 ans et peut-être même 26 000 ans. Donc, si les datations sont fiables, et on croit qu'elles sont fiables, ces plaquettes peintes datent de, disons, 20-25 000 ans. Et c'est vraiment un art tout à fait analogue à ce qu'il y a en Europe à ce moment-là. Il y a aussi quelques bouts d'os en Afrique qui sont décorés. On croit vraiment que c'est une décoration, sinon une notation. C'est un ossement de babouin. Et là aussi, ça date d'entre 35 000 et 37 000 ans dans le Border Cave de l'Afrique du Sud. Donc là aussi, il y a des choses qui se passent. S'il vous plaît. En Proche-Orient, c'est assez pauvre pour le moment, mais on a quand même quelques trucs. Ça, c'est un caillou gravé de la grotte de Hayonim, en Israël. Et ça vient d'une couche aurignacienne, donc plus de 30 000 ans, disons. Et c'est bien gravé, c'est difficile d'identifier ce que c'est, mais quand même, c'est une composition gravée sur ce caillou aurignacien, s'il vous plaît. Là aussi, Israël, c'est un caillou du gisement de Hurkan et Rub, et épipaléolithique cette fois, et ça date donc d'entre 19 000 et 14 500 ans. Très bien gravé, assez complexe comme composition. Ça va. Puis en Afghanistan, dans les années 60, on a trouvé ce caillou assez bizarre, où il y a un visage gravé. Ça vient du gisement de Ak-Kupruk. On peut passer au dessin, je crois que c'est plus clair. Voilà. Ça a été étudié par Marchak, de nouveau, dans les années 60, et puis est très bien publié.
La datation n'est pas très sûre. Les premiers rapports disaient 20 000 ans. Après, on parlait d'à peu près 10 000 ans. Mais de toute façon, ça vient bien de la fin de l'époque glaciaire. Malheureusement, l'objet a disparu maintenant, pas à cause de la guerre récente, mais bien dans les troubles avant. Entre les Russes et les Afghans, ça a complètement disparu du musée afghan. On ne sait pas si on le verra un jour. S'il vous plaît. Puis l'Inde encore, c'est un des pays les plus riches du monde en art rupestre. On a des milliers de gisements, vraiment c'est un art richissime, mais encore une fois, il manque de preuves que ça remonte jusqu'au Paléolithique. Des spécialistes indiens ont toujours soutenu qu'une partie de leur art rupestre remonte au Mésolithique, et ils ont probablement raison, bien que là aussi ça manque de preuves. Mais il est bien probable qu'il y avait des activités artistiques en Inde à l'époque glaciaire, parce que, encore une fois, on a un peu d'art mobilier. Alors ça, c'est la fameuse grotte Auditorium Cave, la grotte de l'Auditorium, à Bhimbetka, dans le nord. Et là, il y a eu il y a quelques pétroglyphes très simples, des cupules, des lignes, que certains spécialistes ont cru dater de l'Acheléen, du paléo inférieur. Mais Michel Laure-Blanchet, le grand spécialiste français, a montré plus récemment qu'en fait, ce sont des marques naturelles et qu'il ne faut pas les prendre pour un art rupestre très ancien, s'il vous plaît. Mais en Inde, on a quand même un peu d'art mobilier, donc, et surtout cet objet-ci, c'est un fragment d'œuf d'autruche, gravé, et très bien gravé, avec des zigzags, des quadrillages, et ça date à peu près de 40 000 ans, si les datations sont fiables. Donc là encore, c'est pas grand-chose, mais au moins ça montre que, sur tout ce grand continent, il y avait quand même des choses qui se passaient à l'époque, s'il vous plaît. La Chine vient de commencer seulement. C'est un grand problème dans toutes ces parties du monde. Tout le monde s'est concentré sur l'Europe ou l'Asie parce que c'est là qu'on croyait que l'art paléolithique existait uniquement. Et personne n'a vraiment cherché dans les autres parties du monde. Maintenant qu'on a commencé à rechercher, les choses se trouvent un peu partout. Vous savez que les Français ont trouvé pas mal de mains négatifs et d'autres motifs dans les grottes Bornéo dans les dernières années qui, là encore, sont bien datées au Pléistocène. Donc je crois que dans les 5-10 années à venir, on aura énormément plus de cas d'art pléistocène dans ces autres parties du monde, mais pour le moment c'est très pauvre. En Chine, là encore, un pays très très riche en art préhistorique, ils ont trouvé des mains négatives dans quelques grottes, et à cause des mains négatives françaises, dans les grottes qui sont datées parfois de 27 000 ans, les Chinois ont décidé que leurs mains négatives dans leurs grottes datent aussi de 27 000 ans. Mais en fait, on n'a aucune preuve de cela. Il faut le tester. Mais par contre, ils ont un objet, comme les Indiens, ils ont un objet en Chine qui est indubitablement pléistocène, et c'est ce morceau de bois de cervidé avec des gravures dessus, et ça vient de la grotte de Longu, s'il vous plaît. Ce sont trois côtés du même objet, ça, là aussi c'est le même objet. Il y a une décoration gravée sur ce bout de bois de cervidé, et ça date de 13 000 ans à peu près. Malheureusement c'est unique pour le moment, mais il y en a certainement plus à trouver, s'il vous plaît. Au Japon, même chose, il n'y a pas beaucoup d'art rupestre au Japon en tout cas, mais il y a pas beaucoup de paléolithique aussi, mais dans le paléolithique il y a quand même un peu d'art mobilier de l'époque, et surtout ces trois galets gravés d'une grotte qui s'appelle Kamikoro-Iwa, et ces trois galets sont gravés de la même façon que vous verrez sur cette diapo-là. C'est gravé, on les appelle les Vénus de Kamikoro-Iwa. Les Japonais croient que c'est des représentations très schématiques de femmes, parce qu'il y a une ligne horizontale ici, et puis tout le reste c'est des traits verticaux, donc c'est une jupe pour les Japonais. Et ici, il y a deux groupes de traits verticaux encadrés par des lignes courbes, donc c'est deux seins pour les Japonais, et donc c'est à cause de ça qu'on les appelle les Vénus de Kamikoro-Iwa. Et elles viennent d'une couche dans cette grotte qui a été datée de 12 165 ans. Donc là aussi, fin de l'époque glaciaire,
indubitablement, il y a un art pléistocène au Japon. Passons en Sibérie parce qu'il y a un lien entre le Japon et la Sibérie à cette époque-là, c'est qu'ils ont de la poterie déjà. Les Japonais, leur poterie Jomon commence au moins 14 000 ans, peut-être 15 ou 16 000 même. Pendant longtemps, on croyait que ça était farfelu, que ça pouvait pas être vrai, mais en Sibérie, au sud-est de la Sibérie, on a 2 ou 3 gisements maintenant bien paléolithiques qui ont eux aussi des tessons de poterie bien stratifiés, bien datés, de la même époque, de 15-16 000 ans. Donc, au moins dans cette partie du monde, on commençait déjà à fabriquer des vaisseaux en poterie. C'est pas très surprenant. On sait bien que les gens paléolithiques un peu partout étaient bien conscients qu'on pouvait durcir l'argile par le feu. Chaque fois qu'on mettait le feu dans une grotte, par exemple, on voyait bien l'effet que ça avait sur l'argile. C'est pas une idée géniale, mais on a quand même des figurines en terre cuite dans les Pyrénées françaises, dans l'Afrique du Nord, comme je vous ai dit. Il y en a des centaines, des milliers en Tchécoslovaquie, en Moravie, et il y en a une en Sibérie que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, en Sibérie, on peut retourner, s'il vous plaît. En Sibérie, pendant longtemps, on croyait qu'il y avait un art rupestre en plein air du Pléistocène au gisement de Chichkino, que vous voyez ici. Chichkino, c'est tout ça, c'est tout le long de la rivière Liena. Et à Chichkino, il y a des milliers de motifs qui sont visiblement de l'âge du bronze ou même plus anciens. Mais au Kladnikov, qui a travaillé dans ce gisement il y a des décennies, il a trouvé quand même 2 ou 3 motifs beaucoup plus grands que les autres qui pour lui pouvaient être paléolithiques. Évidemment, ce sont des pétroglyphes, mais à l'époque de Kladnikov, on les a peints en blanc pour les faire sortir sur photo ou sur film. Malheureusement, le blanc est resté. Mais voilà le bovidé trouvé par Okladnikov à Chichkino. Prochain, s'il vous plaît. Voilà la même chose, vous voyez le cadre avec la rivière Liena. Et en plus, il y a un immense cheval, voilà la tête du cheval, et ça continue jusque-là, c'est un cheval pratiquement grandeur nature. Et donc, à cause de la domination de l'art paléolithique en Europe par le cheval et les bovidés, Kladnikov a toujours cru que ces 2 animaux à Chichkino dataient aussi de l'époque paléolithique. Et c'est ce qu'il a soutenu jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, on n'a aucune preuve. Et en plus, c'est sur du grès très friable. Et imaginez 10 000 hivers sibériens, avec les effets que ça a sur du grès. Je crois que c'est impossible que ce soit paléolithique, mais quand même, on a l'impression que c'est assez ancien, peut-être l'âge du bronze, peut-être même avant, mais certainement pas du paléolithique, malheureusement. Par contre, en Sibérie, on a des choses paléolithiques, là encore, de l'art mobilier. Je vous parlais d'une figurine en terre cuite, la voilà, elle a été trouvée à Maininskaya, au nord-est sibérien, et elle date de, je crois, 13 000 ans à peu près, s'il vous plaît. Et puis, il y a aussi les fameuses Vénus de Malta, près du lac Baïkal, très différentes des figurines paléolithiques de l'Europe, mais quand même datant de la même époque à peu près, s'il vous plaît. Et puis la Russie, pas la Sibérie, mais la Russie, dans l'Oural, a au moins une grotte ornée de l'époque paléolithique, c'est la grotte de Kapova. Vous voyez l'entrée ici en plein hiver, s'il vous plaît. Et dans la grotte de Kapova, ça c'est sombre, il y a des dizaines de peintures, dont 7 mammouths. Voilà un des mammouths. Voilà la tête, la bosse du dos, les pattes arrière, les pattes devant, la trompe. S'il vous plaît. Et deuxième mammouth qui tourne à droite, voilà la tête, la grosse tête, la bosse du dos, les pattes, les défenses et la trompe. Et Kapova, c'est bien daté, il y a des sédiments d'occupation, etc. Et là encore, ça date d'à peu près 14 000 ans. Il y a une deuxième grotte ornée dans l'Oural, Ignatiev, que l'on croyait pendant un certain temps dater aussi du paléolithique, parce qu'il y avait soi-disant des images de mammouth à l'intérieur, mais quand j'ai visité cette grotte, je dois dire que je ne voyais pas de mammouth, vraiment. Il faut avoir les relevés devant soi, et vraiment, ce qu'on voit sur la paroi,
on ne voit pas de mammouth. Il y a des choses très schématiques, beaucoup plus modernes dans la grotte d'Ignatieff. Et un labo américain vient de dater récemment plusieurs échantillons de pigments de la grotte d'Ignatieff, et c'est bien en Holocène. Donc je crois qu'il faut quand même rayer Ignatieff de la liste des grottes ornées paléolithiques, ou au moins mettre un grand point d'interrogation sur Ignatieff. Mais au moins en Russie, ils ont quand même la grotte Kapova. Ça reste bel et bien paléolithique, même époque que les meilleures grottes en France et en Espagne, s'il vous plaît. Puis pour terminer le voyage autour du monde, il y a l'Australie. Alors encore une fois, l'Australie, c'est une des parties du monde la plus riche en art rupestre. C'est fantastique, il y a des centaines de milliers de gisements. Et aussi, c'est l'endroit au monde où il y a, disons, une continuité incroyable de production artistique, parce que depuis le tout début de l'homme en Australie, et on croit que l'homme est arrivé en Australie vers 55-60 000 ans, depuis le tout début jusqu'à l'époque moderne, ils ont fait de l'art rupestre et ça continue. Et dans les niveaux les plus anciens de ces gisements de 55-60 000, il y a déjà des pigments. Donc on ne peut pas prouver que ces pigments ont été utilisés à des fins artistiques, mais c'est quand même très très probable, je crois. Or, il y a eu un cas, il y a quelques années, qui a un peu troublé l'image qu'on avait de la préhistoire australienne, et ce problème est arrivé dans ce gisement-ci qui s'appelle Jinmium, G-I-N-M-I-U-M, dans le nord-ouest. Et là, des archéologues ont fait des fouilles devant ces gros rochers de grès couverts de cupules, s'il vous plaît. Donc là, on voit un des archéologues avec une aborigène locale. Et il y a des cupules partout sur ces rochers. Et dans les fouilles qu'ils ont faites devant ces rochers, dans les sédiments bien stratifiés, ils ont trouvé des morceaux de grès tombés de ces rochers avec cupules. Et ils ont cru que ça datait de plus de 70 000 ans, et même peut-être 100 000 ans. Pardon. Et donc ça a posé un énorme problème, parce que avec la préhistoire orthodoxe, l'homme n'est arrivé que vers 55-60 000 ans maximum. Comment expliquer ça? Or, le problème, c'était dans les méthodes de datation. Ils ont utilisé la thermoluminescence, qui est une méthode qui essaie de montrer à quelle époque ces sédiments ont été exposés au soleil pour la dernière fois. Et malheureusement, ils ne se sont pas rendus compte que avec l'érosion de ce grès, les sédiments qu'ils dataient étaient pleins de morceaux de grès qui n'avaient pas vu le soleil depuis des millions d'années. Donc ça ferait une contamination incroyable pour la méthode thermoluminescence. Et ce qu'il faut faire dans des cas pareils, on l'a déjà fait plusieurs fois en Australie, c'est utiliser une autre méthode. C'est une luminescence beaucoup plus précise, où on analyse non seulement un gros bout de sédiment, mais des grains individuels de quartz dans ces sédiments. Et là, on analyse plusieurs grains et on voit le rayon de résultats. Et avec cette méthode beaucoup plus précise, on s'est rendu compte qu'en fait, l'art rupestre de Jinmium date probablement de 2000 ans et non pas de 100 000 ans. Donc ça a été une contamination incroyable de ces sédiments. Ils ont été assez bêtes de publier ça avant vérification de leur date invraisemblable. Et ça a posé un grand problème, parce qu'évidemment, leurs nouvelles ont eu une publicité énorme, surtout en Australie. Tandis que la rectification n'a pas eu de publicité du tout. Et récemment, j'étais en Australie et il y a des guides blancs, des guides aborigènes dans plusieurs gisements qui continuent à raconter que l'homme est arrivé en Australie il y a plus de 100 000 ans et qu'on a un art rupestre qui date de 100 000 ans. Or, ce n'est pas vrai. Ils ont probablement un art rupestre qui remonte au début, à 60 000 ans, mais Jinmium, il faut l'oublier comme indice d'art ancien, s'il vous plaît. Là encore, c'est une des surfaces de Jinmium avec des milliers et des milliers de cupules rangées en ligne et tout ça. C'est un gisement très intéressant, très riche, mais ça ne date pas de l'époque pléistocène, s'il vous plaît. Et puis, en Australie, on a eu aussi le même problème dont je vous ai parlé
que dans les déserts américains, c'est-à-dire des essais de dater le vernis du désert sur des rochers. On a énormément de pétroglyphes en Australie qui sont visiblement très très anciens, qui ont une patine incroyable, comme ici, c'est un cercle assez fruste, mais très très ancien, on le voit. Et là, dans les années 80-90, ils ont donc essayé de dater ces pétroglyphes en datant les matières organiques dans le vernis du désert. Et on a obtenu des résultats, mais très anciens. Ici, c'est un ovale au gisement de Wharton Hill. Ce motif a donné plus de 40 000 ans. Et un autre motif, une ligne courbe, a donné, je crois, 43 000 ans. Or, c'est possible. C'est bien possible que c'est fiable, mais on ne le sait pas. À cause de tous les doutes qu'il y a maintenant sur ces méthodes, on ne sait pas du tout si ces résultats sont fiables ou non. Vu la patine et vu l'aspect très archaïque de ces pétroglyphes, il est bien possible qu'une partie de ces pétroglyphes australiennes remonte à ces dates et même plus, mais pour le moment, on ne peut pas être sûr à cause des incertitudes dans les méthodes de datation, s'il vous plaît. Par contre, par des méthodes archéologiques, on a d'autres moyens d'être sûr qu'il y a un art très très ancien en Australie. Ceci, c'est l'abri sous roche de Carpenter's Gap, dans l'Australie de l'Ouest. Et dans les fouilles de Carpenter's Gap, une archéologue a trouvé, encore une fois, un fragment peint qui est tombé et qui a été stratifié dans les niveaux d'occupation. Et le fragment de paroi peinte a été trouvé dans une couche datée par le radiocarbone à plus de 39 000 ans. Donc, encore une fois, il faut toujours se méfier des datations radiocarbone de plus de 30 000 ans, mais si ces datations sont fiables, on a quand même un art rupestre très très ancien en Australie, s'il vous plaît. Et en même temps, on a un art mobilier. L'art mobilier, c'est très rare en Australie. Les aborigènes sont tellement mobiles, ils ont fait très très peu d'art mobilier, du moins qui a survécu, mais on a quand même trouvé, là encore dans l'ouest, Mandu Creek, ça s'appelle, on a trouvé ce collier de coquillages perforés, et dans une couche qui est datée de plus de 32 000 ans. Donc là encore, les aborigènes certainement faisaient des choses, je crois, depuis leur début sur le continent australien, s'il vous plaît. Tout à fait au nord, dans le Kakadu, dans l'Arnhem Land, là encore, il y a des centaines de milliers d'abris peints. Et on croit, vu leur situation vis-à-vis la côte, et aussi par la présence, dont je vous ai déjà parlé, des pigments dans les couches très très anciennes, 50 000 ans, on croit vraiment que les gens ont été artistes dans cette partie de l'Australie depuis le début, s'il vous plaît. Et en plus, ils ont parfois dessiné des animaux qui n'existent plus maintenant. Ça, c'est je crois que c'est le tigre, ce qu'on appelle le thylacine. Thylacine, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est un animal australien qui est éteint depuis longtemps, mais quand même, ils l'ont dessiné parfois. Et là encore, c'est un indice que peut-être une partie de ces peintures remonte très très loin dans le temps, s'il vous plaît. Puis, il y a énormément de pétroglyphes, comme je vous ai dit, et il y a toute une série de pétroglyphes, des millions de pétroglyphes, qu'on a appelé le style Panoramity. C'est un style très fruste, très simple. Il y a des cercles, il y a des lignes courbes. C'est pas très figuratif. Et on croit vraiment que les pétroglyphes Panoramity sont très très anciens, comme ceux que je vous ai déjà montrés, de 40 000 ans peut-être. On ne sait pas jusqu'à quand ça remonte, mais c'est très très ancien. Et pratiquement certain que ce soit du Pléistocène, je crois. S'il vous plaît. Puis, il y a des grottes en Australie. C'est pas très connu, il n'y a pas un tas de grottes, mais il y a des grottes en Australie, et ces grottes ont été utilisées dans la préhistoire, mais pas récemment. Tous les aborigènes connus depuis la découverte de l'Australie par les Européens, les aborigènes fuient les grottes. Ils n'aiment pas du tout les grottes, ils n'y entrent jamais, mais leurs ancêtres ont quand même fréquenté les grottes et ont fait des choses. Et la grotte la plus célèbre s'appelle Cunalda, c'est tout à fait dans le sud de l'Australie. Et dans Cunalda, très loin dans la grotte, ils sont entrés pour extraire du silex.
c'est une mine de silex, et ils ont décoré les parois et la voûte de plusieurs salles de Cunalda avec des tracés digitaux comme ça. C'est très 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 riche en tracés digitaux. Et on ne peut pas dater directement les tracés digitaux, mais l'archéologie de la grotte montre qu'ils sont entrés dans la grotte pour miner le silex entre 15 000 et 30 000 ans. Donc, on ne peut pas le prouver, mais je crois qu'il est très très probable que la décoration des parois de Cunalda remonte à cette époque-là, entre 15 et 30 000 ans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En même temps, dans les pétroglyphes, on a un peu de travail, encore une fois par Michel Laure-Blanchet, le spécialiste français. Michel Laure-Blanchet est unique parmi les grands chercheurs d'art préhistorique en France parce qu'il a quand même passé des années à travailler en Australie, en Inde. Il a vraiment une vision globale de l'art préhistorique. Et Michel Laure-Blanchet a fait du travail extraordinaire ici, dans l'ouest de l'Australie. Ça s'appelle Gumtree Gully. Ce sont des dizaines de vallées et chaque vallée contient des milliers, des millions de rochers, et pratiquement chaque rocher porte une pétroglyphe ou plusieurs pétroglyphes. C'est incroyablement riche. Il y a littéralement des millions de pétroglyphes dans cette toute petite péninsule de l'ouest australien. Donc Michel a travaillé sur une partie de Gumtree Gully, et il a fait une fouille, et il a trouvé des coquillages qui semblent très étroitement liés à plusieurs pétroglyphes qui ont l'air assez anciennes. Et les résultats qu'il a eus de ces coquillages, c'est des datations d'à peu près 18 000. Donc là encore, il n'y a pas de connexion sûre, mais il est assez probable qu'une bonne partie de ces pétroglyphes remonte à peu près à 18 000 ans, s'il vous plaît. Mais la première vraie preuve qu'on a eue en Australie d'un art pléistocène est venue de cet abri sous roche dans le Queensland, dans le nord-est. Ça s'appelle Early Man Site, l'homme ancien. Et on a eu la preuve parce que la paroi est couverte de pétroglyphes, disons style Panoramity, des pétroglyphes très simples, des cercles, des lignes, etc. Mais une bonne partie de cette paroi était couverte par des sédiments d'occupation. Et en enlevant ces sédiments d'occupation, on a trouvé des bouts de charbon dans les niveaux d'occupation. Et ces charbons ont fourni une datation qu'on croit assez fiable de 13 200 ans. Donc ça montre pour la première fois en Australie que ces pétroglyphes datent d'au moins 13 000 ans. Peut-être beaucoup plus, mais au moins 13 000 ans, c'est vraiment un art pléistocène, c'est prouvé, il n'y a pas de doute, ça existe bien en Australie, s'il vous plaît. On a un autre problème récemment dans l'ouest de l'Australie, c'est dans le Kimberley. Dans le Kimberley, il y a des milliers de ces peintures, ce qu'on appelle les figures Bradshaw. Ce sont des figures très complexes, très sophistiquées, très bien peintes, très très détaillées, très mystérieuse. Les aborigènes actuels disent qu'ils ne savent rien de ces peintures, ça date de l'époque des esprits, ils n'ont aucune connaissance de tout ça. On a l'impression que c'est quand même assez ancien. Or, il y a une équipe australienne qui a essayé de dater des figures Bradshaw en datant des nids de guêpes qui se sont formés au-dessus des peintures, attachés aux peintures, et ils ont daté des grains de quartz dans ces nids de guêpes, je crois que c'est 13 000 ou 15 000 ans à peu près. Par contre, il y a une deuxième équipe australienne qui a daté d'autres figures Bradshaw d'une tout à fait autre méthode et qui disent que non, ça date de 2-3 000 ans seulement. Donc là encore, c'est une situation très confuse. On ne sait pas pour le moment. Il est possible que certaines figures Bradshaw remontent à plus de 13 000 ans. Il est possible aussi que toutes les figures Bradshaw ne datent que de 2-3 000 ans. On ne sait pas encore. C'est à régler, s'il vous plaît. Et pour terminer le voyage, il y a encore quelques grottes dans le sud de l'Australie, pas très connues. C'est des grottes tout à fait différentes des grottes françaises ou espagnoles, comme vous voyez. Il n'y a pas de grande entrée grandiose. Ce sont des trous dans la surface des prés. Donc, c'est des entrées horizontales. Il faut plonger dans la grotte. Mais il y en a des dizaines qui ont des décorations sur les parois, s'il vous plaît. Ça, c'est la grotte de Parung. Et quand on descend,
il y a tout de suite des centaines de pétroglyphes sur les parois. Ce sont des cercles avec des grillages dedans, des cercles à côté, des cercles en profusion, des dizaines et des dizaines de cercles, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, grand cercle avec quadrillage dedans. Et là encore, c'est pas daté. Mais, s'il vous plaît, dans toutes ces grottes aussi, il y a des tracés digitaux. Il y a des centaines de mètres carrés de tracés digitaux que vous voyez ici. Et les tracés digitaux sont toujours en dessous des gravures style panoramiti, ces cercles, tout ça. Donc, si on peut généraliser à partir des autres grottes datées en Australie, on pourrait peut-être suggérer que les tracés digitaux, comme à Cunalda, datent dans, disons, 15 000, 20 000 ans, et puis que les gravures, les cercles et tout ça, au-dessus des tracés digitaux, pourraient être un peu plus jeunes, disons, entre 10 000 et 15 000 ans. Mais en fait, on ne sait pas, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre grotte. Voilà l'entrée en surface. On descend. Il y a une montagne de cailloux et de frigidaires et Dieu sait quoi qui a été jeté dans ce trou le long des années, s'il vous plaît. Et quand on arrive en bas, là encore, des centaines de mètres carrés de tracés digitaux sur les parois, s'il vous plaît. Et là encore, ils minaient le silex. Voilà le niveau où ils ont extrait tous ces cailloux de silex. Et ils ont marqué les parois tout autour, non pas avec des tracés digitaux ici, mais avec des cercles et des quadrillages. Donc, les deux choses sont en relation très étroite. Et on suppose que ça remonte à l'époque Pléistocène. On ne peut pas être sûr, mais vu les indices dans les autres parties de l'Australie, je crois que c'est assez probable quand même que ça remonte à la même époque. Et pour terminer, ce qui est intriguant dans cette grotte, c'est une grotte qui s'appelle Carly Ngoin Pool, c'est un nom impossible aborigène. Mais tout à fait comme dans certaines grottes en France et en Espagne, il y a une salle privilégiée, disons, il y a une salle privée. On fait un voyage de plusieurs centaines de mètres dans la grotte, et puis soudain, il y a une toute petite salle où il y a de la place pour une personne, deux au maximum. Et quand on est dans cette petite salle, on est entouré d'une profusion de motifs gravés, des ovales, des cercles. C'est un espace très spécial, très privé, qui a dû avoir une signification assez particulière pour ces gens. Voilà, dans cet espace des cercles, des ovales en profusion. Donc, c'est l'autre bout du monde, mais quand même, dans l'esprit humain, il y a ce besoin peut-être de lieux privilégiés, de lieux privés, où on peut peut-être avoir une communication avec quelque chose, des esprits ou Dieu sait quoi. Mais c'est quand même intéressant qu'on a exactement la même chose en France, en Espagne et en Australie, dans ces grottes d'à peu près de la même époque. Alors voilà pour le tour du monde. Et puis je voulais simplement terminer avec quelques photos d'une partie du monde qui m'est très chère, c'est-à-dire l'Angleterre. Parce que, comme vous savez peut-être, le 14 avril de cette année, on a découvert l'art des cavernes en Angleterre pour la première fois. Ça faisait presque 30 ans que je rêvais d'en trouver. Et le premier matin de la recherche, on l'a trouvé. Donc il fallait commencer plus tôt quand même. Mais on a eu beaucoup de chance, il faut dire aussi. Je savais depuis le début qu'on n'allait pas trouver de peintures, parce que les peintures sont assez visibles et quelqu'un les aurait vues, des spéléos, ou des visiteurs ou les propriétaires. Par contre, les gravures sont très très difficiles à voir la plupart du temps. Et je savais bien que personne qui avait l'œil vraiment expérimenté, n'avait vraiment cherché dans les grottes anglaises, n'avait pas cherché de gravure. Donc, je me suis allié avec Sergio Ripoll, un ami espagnol. Pour moi, Sergio, c'est le numéro 1 de l'art paléolithique espagnol. Et Sergio, il a des yeux de lynx, et en plus, il a énormément de chance. Donc, si on a tout ça dans l'équipe, on a de bonnes chances de gagner. Et justement, on a commencé les recherches ici. C'est une petite vallée de calcaire dans le centre-nord de l'Angleterre, près de Sheffield. Ça s'appelle Creswell Crags. Il y a plusieurs grottes occupées à la fin de l'époque glaciaire. Il y avait des Néandertaliens, etc. aussi. Mais surtout, ça a été occupé vers 12 000, 12 500 par la version régionale du Magdalénien.
On a appelé ça le Creswellien, il y a longtemps. Donc, ce sont des grottes avec une occupation creswellienne, 12 000, 12 500, assez riche. Et c'est donc là qu'on a commencé notre quête. Et c'est là qu'on a trouvé de l'art gravé, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, c'est une petite vallée très très jolie, des falaises de calcaire, une rivière au milieu, s'il vous plaît. Ça, c'est la grotte où on a trouvé la plupart de l'art. Ça s'appelle Church Hole, le trou de l'église. Et dans les années 1870, au début de la préhistoire, des études préhistoriques, les savants de l'époque ont vidé toutes ces grottes pour chercher des ossements d'animaux éteints ou des cailloux, des silex taillés, etc., etc. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont vidé ces grottes en quelques jours. Ils ont simplement entassé les sédiments à l'entrée. Et c'est comme ça que la situation existe encore aujourd'hui. Alors voilà l'entrée de Church Hole Cave de nos jours. Il faut monter par un escalier parce que devant, il y a donc cette montagne de sédiments extraits de cette grotte et pas touchés depuis, s'il vous plaît. Alors dans le tunnel vers le fond de la grotte, on a trouvé les premières gravures. Difficile à vous montrer, mais enfin, c'est un groupe d'oiseaux, un oiseau aquatique, on croit. Il y a un oiseau ici avec un très long cou et la tête et le bec en haut, comme ça. Deuxième oiseau ici. Ici, le troisième, il y a un quatrième. Il y a un groupe de 4 ou 5 oiseaux ensemble. Les oiseaux ne sont pas fréquents dans l'art paléo, surtout l'art des cavernes. Mais quand ils ont dessiné des oiseaux, la plupart du temps, c'était des espèces aquatiques parce que c'est assez distingué, je crois. C'est très, très joli, les oiseaux aquatiques, s'il vous plaît. Et puis, voilà mon ami Sergio. C'est en sortant de la grotte qu'on a fait la grande découverte, parce que, par pur hasard, quand les gens, en 1870, ont vidé la grotte, ils ont quand même laissé un tout petit bout de sédiment attaché à la paroi ici, et on peut monter là-dessus. Donc Sergio, là, il est sur le niveau paléolithique, le niveau de 12 000 ans. Il reste un tout petit bout. Et des générations, surtout depuis les années 40, 50, 60, des générations de visiteurs à cette grotte qui était ouverte à l'époque sont montés là-dessus et ils étaient tellement fiers de leur prouesse qu'ils ont fait des graffitis sur les parois ici. Et c'est en sortant de la grotte que Sergio a regardé en haut par pur hasard et il a vu un trait vertical gravé, ou qui lui semblait peut-être gravé, un peu bizarre. Donc il est monté là-haut pour regarder. Et quand il était là-haut, moi j'ai regardé aussi. Moi j'ai vu un trait horizontal qui me semblait aussi un peu bizarre. Et il avait l'air tellement comique là-haut, parce qu'il faut se tenir d'une main, il faut se pencher pour regarder la paroi, que j'ai pris cette photo. Et c'est une photo très très historique parce que le moment que j'ai pris cette photo, il a tourné la tête et il a vu un grand bouquetin devant lui. Donc il y a eu des jurons espagnols en profusion, c'était incroyable. Mais c'est très rare, d'abord c'est très rare que des archéologues trouvent de l'art paléo, enfin de l'art des cavernes. Normalement c'est des spéléos ou des enfants ou des chiens ou des plongeurs. C'est très très rare que ce soit des archéologues qui trouvent l'art des cavernes. Et c'est encore plus rare d'avoir une photo prise au moment même de la découverte d'une grande figure comme celle-ci, s'il vous plaît. Alors voilà le panneau. On ne voit strictement rien parce que le bouquetin, c'est un grand bouquetin de 50 cm. Mais le bouquetin est tellement patiné qu'il a la même couleur que la paroi, tandis que tous les graffitis modernes sont très clairs, etc., etc. Mais c'est quand même utile parce que ça nous montre quand même que le bouquetin n'est pas récent. On a des graffitis de 1948, 1955 qui sont très très clairs. Le bouquetin a la même couleur que la roche. Le bouquetin est beaucoup plus ancien que 1948. C'est pas du tout un faux moderne, s'il vous plaît. Voilà à peu près ce qu'on a vu le 14 avril. Mais en fait, le bouquetin est beaucoup plus joli que ça. J'essaierai de vous montrer par diapo, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est l'équipe très heureuse, juste après la découverte, le jour historique pour le 14 avril de cette année. Avant ça, tous les bouquins disaient il n'y a pas d'art paléo, il n'y a pas d'art paléo-pariétal en Angleterre. C'est un phénomène de la France et de l'Espagne, un peu de l'Italie. Royaume-Uni, nul point. Mais au contraire, ça existe chez nous, et évidemment on va continuer à explorer et voir ce qu'il y a dans d'autres grottes anglaises ou en Pays de Galles, etc., etc., s'il vous plaît.
Alors voilà l'entrée de la grotte pour la deuxième campagne. Et pour la deuxième campagne, on a installé un échafaudage avec le plateforme au niveau paléolithique, donc au niveau de 12 000, 12 500. Et ça nous a donné immédiatement accès au plafond, à toutes les autres parois. Et tout de suite, on a trouvé d'autres figures, s'il vous plaît. Alors voilà le bouquetin illuminé de gauche, mais là encore, c'est difficile à voir. Enfin... On peut le régler un peu. Enfin, voilà le cou, les pattes, le ventre, le dos, la tête. Ah voilà, la tête, l'œil, l'oreille, la corne, la tête est là. Prochaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, là on voit la tête un peu mieux. Voilà l'oreille, il y a la corne qui monte là, il y a l'œil, et la tête qui est là, et la poitrine qui descend jusqu'à la patte là. S'il vous plaît. Même chose, l'oreille, l'œil, la corne et la tête. Il est très beau notre bouquetin. On l'a appelé Frank. S'il vous plaît. Et dans la deuxième campagne, puisqu'on avait accès donc aux autres parois, on a trouvé une totale de 12 figures maintenant. Et l'autre figure qui est vraiment splendide, c'est notre bison. Voilà la bosse du dos, voilà les cornes, la tête est là, et la poitrine qui descend. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, même chose, les cornes, la tête, le poitrail, la bosse, etc., etc. Et la dernière, je crois. Oui, c'est la tête, voilà, il y a l'œil, les cornes, l'oreille, la tête, voilà. Alors je vis, c'est pas Lascaux, mais on est quand même tout content de nous. C'est une première. Et le mois d'avril prochain, on va faire un petit colloque sur le lieu, colloque international. Il y aura des spécialistes français, évidemment, espagnols, portugais, américains qui vont venir parler. Et tout de suite après, on fera la deuxième campagne d'exploration parce qu'on a quand même des centaines de grottes à explorer en Angleterre qui ont eu des occupations à cette époque-là. Donc voilà un voyage autour du monde qui s'est terminé dans mon propre pays. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci bien.